Bienvenue à l'Intelligent TV. Au dire de M. Mohamed Salem Ould Salek, chef de la diplomatie du mouvement indépendantiste Sahara Front Polisario, depuis plusieurs mois déjà, dans la région du Sahara occidental se passe une situation de guerre entre le dit mouvement avec le Maroc. Ministre, depuis un certain temps, on constate que vous faites la une des médias de la presse internationale. Pourquoi ce mouvement? De quoi cela est dû? C'est parce que depuis le 13 novembre dernier, vous savez qu'il y a la guerre entre la République sahraoui et le Royaume du Maroc. Et nous avons voulu informer l'opinion internationale de ce qui se passe. Ce retour aux hostilités est dû au fait que l'autre partie n'a pas respecté son engagement souscrit dans l'accord que nous avons signé en 1991 sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité africaine. Vous savez qu'après 16 années de guerre, qui a suivi le départ et l'abandon de l'Espagne et la puissance administrante de sa colonie, une guerre s'est déclenchée avec l'invasion marocaine de notre territoire, et la guerre a continué donc pendant 16 années. Après 16 années de guerre, le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, a accepté d'aller à la table de négociation sous les auspices donc de l'ONU et de l'OUA, et nous avons signé un accord. Cet accord prévoyait un référendum d'autodétermination à travers lequel le peuple du Sahara occidental peut choisir entre l'indépendance et l'intégration au Royaume du Maroc, et insuffler le feu pour garantir que cette opération référendaire se déroule dans des conditions de paix. Le Conseil de sécurité, qui est aux côtés de l'OUA et l'Union africaine aujourd'hui, sont les deux garants de l'application de ce plan. Et la MINURSO a été créée, mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, d'ailleurs son nom l'indique. Des Ivoiriens ont fait partie de ces contingents de la MINURSO, des militaires je crois aussi. Donc malheureusement le référendum qui devait se dérouler en 92 ne s'est pas tenu, parce qu'il a fallu d'abord identifier les votants sur la base du recensement espagnol de 1975, mais quand cette opération d'identification a été terminée, Hassan II, que Dieu ait son âme, est mort. Mais il n'a jamais dit qu'il revenait sur l'engagement du Maroc à aller au référendum comme solution pacifique, conforme à la nature de la question, comme une question de décolonisation inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations Unies depuis 1960. Malheureusement, son fils, Mohamed VI, qui n'était pas partie de l'équipe et qui n'a pas fait la guerre, est revenu sur l'engagement du Maroc. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de blocage. C'est pour cette raison la guerre est repartie et est revenue. Nous sommes revenus donc en quelque sorte à la case départ. Mohamed Salem Ould Salek, je ne suis pas seul sur le plateau, je suis avec l'un de mes confrères, l'un de mes collègues. Je vais vous le présenter. Il s'appelle Koulbi Ouattara. C'est bien avec lui que nous allons échanger. Bonjour Mohamed Salem Ould Salek. L'opposition politique s'exprime-t-elle comme il le faut chez vous, dans votre pays? Le peuple sahraoui, comme tout peuple qui lutte pour son droit à l'indépendance et pour sa souveraineté et son intégrité territoriale, ne compte que sur ses propres forces. Vous savez que nous avons lutté contre les Espagnols et nous avons déclenché une lutte de libération nationale, comme d'ailleurs les Algériens contre la France, les Angolais contre le Portugal, les Sud-Africains ou les Namibiens contre la puissance de l'apartheid. Donc nous avons lutté en comptant sur la volonté du peuple sahraoui d'être libre comme tous les peuples du monde. Maintenant, il n'y a pas de campagne médiatique. Il y a la nécessité, nous avons cru qu'il est nécessaire, d'informer l'opinion publique de ce qui se passe. Parce que ce foyer de tension permanent est aujourd'hui la guerre entre nous et le Maroc. Nous sommes quand même deux pays membres de l'Union africaine. Il faut que les Africains, il faut que l'Union africaine, il faut la communauté internationale sache
qu'aujourd'hui, il y a une guerre qui menace la stabilité non seulement en nord-ouest africaine, mais aussi en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Il faut donc informer l'opinion internationale. Nous invitons la presse à venir voir qu'il y a aujourd'hui malheureusement un retour aux hostilités. Il faut que la communauté internationale impose au Maroc d'honorer ses propres engagements. Et il faut que le Maroc revienne à ses frontières et respecte les frontières de ses voisins. Vous savez que le principe de l'intangibilité des frontières est érigé par nos pères fondateurs et parmi lesquels la Côte d'Ivoire, étant donné que Houphouët était l'un de ceux qui ont formé l'OUA, ils ont fait que le principe de l'intangibilité des frontières est un principe sacré au niveau de notre continent. Sinon, si on accepte ce précédent d'annexion de territoires par la force et de l'acquisition des territoires par la force et du non-respect des frontières, nous aurons une Afrique à feu, à sang, et puis des guerres partout, ce qui n'est pas acceptable, ce qui est dangereux, et à l'opinion internationale pour que chacun assume ses responsabilités. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que c'est un complot international contre votre pays? Le système international est tel que malheureusement, il y a des intérêts de certaines puissances qui passent avant la légalité internationale. On parle de légalité internationale et souvent les faibles et le Sud ne profitent pas de cette légalité internationale. Il y a une politique de deux poids, deux mesures. Nous avons vu que pour imposer la démocratie, les droits de l'homme, mais ils le regardent ailleurs quand ils le veulent, quand cela n'est pas conforme ou ils ne le considèrent pas comme étant priorité dans leurs intérêts. Voilà, donc les Sahraouis sont victimes de l'agression de leurs voisins du Nord, le Royaume du Maroc, mais aussi il y a cette complicité qui, au sein du Conseil de sécurité, a malheureusement affaibli l'action des Nations Unies menant les efforts louables que les Nations Unies ont menés depuis les années 60 pour la décolonisation de ces dernières colonies en Afrique. On sait que l'ex-président américain Donald Trump avait reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Nous avons dit clairement à la nouvelle administration américaine que la position, la déclaration de Trump est illégale, elle va à l'encontre des propres intérêts des États-Unis dans la région et en Afrique et dans le monde. Les États-Unis est membre permanent au Conseil de sécurité et non pas des moindres. C'est la première puissance aux Nations Unies jusqu'à maintenant et elle doit défendre la légalité internationale. Et la légalité internationale, c'est de notre côté. Les États-Unis aussi ne peuvent pas jouer le rôle de médiateur et être alignés sur la position de l'agresseur ou de l'occupant marocain. Ce message a été bien livré à Washington. Nous croyons que les États-Unis, au sein du Conseil de sécurité, ont un rôle à jouer pour faire revenir le Maroc sur ses positions et le faire revenir à la raison. Le Maroc doit cesser cette occupation d'une partie de notre territoire national et d'envisager la paix avec ses voisins. C'est ça le rôle des États-Unis d'Amérique. C'est ça le rôle que nous croyons viable, nécessaire et légitime. La balle est dans le camp des États-Unis d'Amérique, dans la nouvelle administration. Je crois que la déclaration de Trump va contre la mission des Nations Unies, la mission des États-Unis comme membre permanent du Conseil de sécurité. La déclaration de Trump viole le droit international, viole la légalité internationale, et je ne crois pas qu'elle est aussi conforme aux intérêts des États-Unis d'Amérique. On ne peut pas répondre à la place de Biden ou de son administration, mais nous considérons que l'héritage de Trump sur cette question est tout à fait
contraire au principe fondateur même des États-Unis d'Amérique, qui, dans la Constitution américaine, on reconnaît le droit des peuples, la souveraineté, l'égalité et la non-utilisation de la force pour acquérir les territoires. Et de l'autre, elle est contraire aussi aux propres intérêts des États-Unis et à la mission et le rôle des États-Unis au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Quels sont, Monsieur le ministre, quels sont vos rapports avec l'ONU quand on sait que vous avez demandé en avril dernier un siège au sein de cette organisation? L'ONU est la garante de ce plan de règlement que nous avons signé. Mais il n'a pas imposé à cause justement de cette attitude du Conseil de sécurité et parmi le Conseil de sécurité des pays membres, des pays membres permanents comme la France. Et c'est là où le problème se trouve. Le Maroc refuse d'accepter les envoyés spéciaux pour bloquer justement le processus de paix, mais un envoyé spécial ne peut pas régler contre la volonté de l'occupant marocain le problème, parce que le plan de règlement il est là sur la table, il faut l'appliquer seulement. Il y a une mission des Nations Unies sur place et sa vocation et l'objectif pour lequel elle était créée, c'est justement l'organisation des référendums. Il faut se poser la question pourquoi le référendum n'est pas appliqué. Il est faux de dire que les deux parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur le corps des votants, sur le corps électoral. C'est faux. C'est les Nations Unies qui ont justement, pendant 9 ans, travaillé pour terminer la liste, pour la confection de la liste des votants. Il l'a fait et la liste était publiée. Quand le Maroc a vu que les settlers, les colons marocains et les citoyens marocains qui ont été transférés du Maroc vers les zones occupées, quand il a vu qu'ils étaient refusés par la commission d'identification parce qu'ils sont des Marocains, ils ne sont pas concernés par le référendum, il a fait machine arrière. Le Maroc comptait sur l'organisation d'un référendum truqué, falsifié, et les Nations Unies n'ont pas voulu accepter que le référendum qui concerne le peuple du Sahara occidental et seul le peuple du Sahara occidental soit Dans une de vos interviews, vous avez précisé que la France n'a pas une attitude claire. Pouvez-vous en dire plus? Non, elle a bel et bien, je ne sais pas comment vous avez pris cette déclaration, mais la France, malheureusement, au niveau du Conseil de sécurité, c'est elle qui bloque le référendum. Parce que quand le Maroc est revenu à la case départ, quand Mohamed VI et son gouvernement ont commencé depuis 2004 à renier les engagements qu'ils ont souscrits, sachant que le résultat du référendum sera l'indépendance, c'est la France qui était en complicité avec le Maroc. C'est la France qui a refusé à la MINURSO, à la mission des Nations Unies, d'avoir une composante pour faire respecter les droits de l'homme. Il a laissé le Maroc violer et commettre des grosses violations de droits de l'homme, des milliers de disparus, la torture, les assassinats, les viols sont malheureusement une pratique quotidienne jusqu'à aujourd'hui dans les territoires occupés de la République sahraoui. La France est intervenue au Mali pour faire respecter l'intégrité territoriale du Mali, mais il fait l'inverse en République sahraoui parce qu'il soutient le Maroc pour continuer à occuper une partie de notre territoire en violation justement de ce principe des frontières. Il ne peut pas défendre les frontières qu'elle a tracées au Mali et refuser les frontières qu'elle a tracées entre nous et le Maroc. Donc la France a une responsabilité. La France a une responsabilité importante dans ce conflit entre la République sahraoui et le Maroc. Nous voulons que la France joue un rôle que nous considérons le sien, parce qu'elle est liée avec le Maroc et avec tous les peuples de la région et de l'Afrique en général,
avec des relations historiques très importantes. Donc nous comptons sur la France pour faire revenir le Maroc à la raison. Combien de confédérations, Monsieur le ministre, combien de confédérations sportives africaines ou internationales reconnaissent ou acceptent la République arabe sahraoui démocratique dans ces compétitions? Les confédérations nationales sont très récentes et sont en train d'entrer en contact avec les fédérations africaines surtout. Il y a certaines qui sont déjà membres de ces fédérations, d'autres non. Le Maroc déploie un effort immense et distribue beaucoup d'enveloppes pour bloquer les fédérations africaines, faute de ne pas réussir à bloquer la République sahraoui de siéger au niveau de l'OIA. Le Maroc s'est retiré. Mais à la fin, il est revenu pour s'asseoir aux côtés de la République sahraoui au sein des instances de l'Union africaine. Il fera la même chose pour le sport. Il essaie de bloquer les associations et les sportives et les fédérations sahraouies et à la fin, il va jouer bientôt avec nos fédérations, nous sommes sûrs. Nous sommes sûrs que cette politique d'expansionnisme et de négation de l'existence de notre pays va cesser. Le Maroc reviendra un jour, si ce n'est pas le gouvernement actuel, un prochain gouvernement marocain sera l'ami de la République sahraoui. Monsieur le ministre, nous avons terminé notre entretien. Avez-vous un message particulier à lancer à l'endroit de ceux qui nous regardent, à l'endroit des Ivoiriens? Un message d'amitié. Un message d'amitié. La Côte d'Ivoire est un pays africain pivot. Nous l'avons toujours considéré comme étant l'un des pays qui ont un rôle primordial, un rôle important à jouer pour la prospérité, pour l'intégration de notre continent. La Côte d'Ivoire, le nom de Côte d'Ivoire aussi, de la Côte d'Ivoire est lié à la question du Sahara occidental, parce que la première mission des Nations Unies, la première mission d'enquête durant la colonisation espagnole, envoyée par les Nations Unies, était dirigée par un Ivoirien, Simon Aké. Et cette mission a fait un rapport qui fait aujourd'hui, qui constitue une référence dans la question du Sahara occidental, référence juridique et politique, parce que la commission a constaté dans toutes les villes où elle a été reçue, dans les villes sahraouies, des manifestations qui demandaient l'indépendance. Et le Front Polisario, qui était clandestin à l'époque durant la lutte contre les Espagnols, est apparu comme la force dominante. Ça, c'est les termes même des rapports qui étaient adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies, le rapport de Simon Aké. Donc, c'est un rapport important et le nom de Côte d'Ivoire, depuis lors, aussi, et la même année, 1975, le président Houphouët-Boigny nous a reçu la première délégation du Front Polisario. Il nous a réaffirmé que la Côte d'Ivoire fera tout pour qu'il y ait la paix et que la Côte d'Ivoire ne peut jamais s'aligner sur l'attitude du Maroc ou sur l'attitude des Sahraouis. Même si, il nous disait, je clarifie bien, même si je sais que vous êtes la victime dans cette affaire, mais je ne veux pas s'aligner sur vous, parce que notre rôle à nous, c'est de vous mettre tous les deux ensemble et de travailler pour qu'il y ait la paix entre vous. Et que vous êtes des voisins, et les voisins, à un moment donné, ils vont s'entendre. Il ne faut pas que, dans l'avenir, vous dites que on a soutenu quelqu'un, un de vous contre l'autre. C'était ça la position de Houphouët. Cette position était suivie et appliquée par le président Bédié, par le président Gbagbo, mais malheureusement, on constate aujourd'hui que la Côte d'Ivoire ne suit plus cette ligne. L'ancien ministre des Affaires étrangères et secrétaire général de l'OUA, M. Amara Issi, a joué aussi, lui, un rôle très important, positif, parce qu'il s'est toujours, au niveau de l'OUA et au niveau de l'Union africaine, s'est arrangé aux côtés de la justice, aux côtés du peuple sahraoui.